à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de TV Le Thor, votre émission d'actualité mensuelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant les locaux de la police municipale et ce n'est pas par hasard. En effet, ce 4e numéro de TV Le Thor va consacrer un large dossier à la sécurité et à la tranquillité publique. Ce sera l'occasion d'aller à la rencontre de Christophe Jouillard, chef de la police municipale, qui sera accompagné de Laurent Bresson, notre adjoint à la sécurité. Et puis, le sommaire de votre émission s'étoffe, cette fois encore, avec le lancement d'une nouvelle rubrique originale et 100% toroise, orchestrée par l'équipe des Jobastres. Une curiosité à ne surtout pas manquer. Nous vous informerons sur l'agenda des manifestations festives prévues cet été et vous présenterons en détail le dispositif inédit dédié à la jeunesse, conçu et réalisé par le pôle Vivre Ensemble, qui porte le nom de City Pass. Retrouvons à présent notre maire, Yves Bayon de Noyer, qui répondra à vos questions et qui nous informe sans plus attendre sur les dernières actualités toroises. Yves, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Et en effet, cette 4e édition, comme tu l'as dit, va être largement consacrée à la tranquillité publique, puisque c'est la première responsabilité d'une commune et de son maire d'assurer la tranquillité des personnes et la sécurité des biens. Mais préalablement, je voudrais vous donner quelques informations. Mardi 1er juin, nous avons tenu le conseil municipal qui a été amené à voter des dossiers très significatifs pour la commune. Je voudrais en commenter quelques-uns. Tout d'abord, nous avons voté le compte administratif. En réalité, ça correspond au compte de la commune pour l'année écoulée. Nous avons eu la satisfaction d'avoir réalisé un excédent sur le budget de fonctionnement d'un peu plus d'1 million d'euros. Et ceci, c'est important parce que ça nous permet de financer les investissements. En termes d'investissement, d'ailleurs, la commune n'a pas fait recours à l'emprunt en 2020 grâce aux bons résultats des années passées et ce sont plus de 5 millions d'euros qui ont été investis sur l'année écoulée. Puis, une deuxième délibération, nous avons voté ce qu'on appelle le budget supplémentaire pour l'année 2021, celle qui est en cours. D'une part, pour affecter les résultats, et puis aussi prendre en compte les différentes modifications que nous avons enregistrées depuis le 1er janvier. Il est à noter sur ce point que les investissements 2021 se monteront à environ 4 700 000 euros, avec comme dépense principale la seconde phase des travaux du cœur de ville pour la restructuration des places des deux côtés du beffroi. Le second dossier important sur lequel je voudrais, un peu insister, a été le vote d'une concession d'aménagement confiée à la société publique locale, la SPL, pour l'achat et la rénovation de la maison Bégou, qui est située rue de la République, l'ancienne quincaillerie pour les taurois qui ont connu cette époque. Ainsi, la commune poursuit la rénovation du cœur de ville, puisque, après travaux, 6 logements seront réceptionnés au 1er et au 2e étage, et qu'un local commercial de 250 mètres carrés sera restauré et réceptionné. Dans le même objectif, le conseil municipal du 1er juin a voté la convention avec l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse, l'ORAV, afin de nous accompagner dans la redynamisation du cœur de ville. Christian Royer et Michel Di Nicola, élus, qui sont en charge de ce dossier, pourront ainsi s'appuyer sur une structure compétente et expérimentée pour mener à bien ce dossier qui est important pour les taurois. Voilà les éléments principaux du conseil municipal. Actu supplémentaire, est-ce qu'on aurait des nouvelles du budget participatif? Et oui, justement, j'avais prévu d'en parler, tu me devances. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer que dans ce cadre-là, budget participatif, plus de 30 projets ont été enregistrés. C'est une excellente réponse au lancement de ce dossier et vraiment, nous remercions tous les candidats porteurs de projets. Sur ces 30 projets, une bonne vingtaine répondent aux critères qui ont été décidés par le comité participatif composé exclusivement de taurois. Donc il n'y a pas d'élus au conseil municipal, c'est un comité participatif de taurois. Donc, je voulais remercier les élus Florian Jacquet et Laetitia Paulet qui se sont investis pour cette première édition et pour le pré-succès que nous enregistrons. Maintenant, les équipes vont travailler afin d'affiner les projets qui vont être présentés au suffrage des taurois courant octobre prochain. Je rappelle juste, pour information, qu'en 2022, ce seront 250 000 euros qui seront consacrés au budget participatif.
Donc on aura l'occasion d'en reparler, et notamment dans le courant du mois d'octobre. Alors je tenais également, Valérie, à signaler l'initiative qui a été lancée par la commune en créant le CityPass, mais je crois qu'on va en parler dans l'émission, Exactement. de façon à ce qu'aucun jeune ne soit laissé au bord de la route durant cet été. Donc un important travail a été réalisé avec les associations sportives et culturelles pour que tout au long de l'été, des activités soient proposées. Donc merci aux élus, à Eliane Gomez, à Valérie Piasecki, qui ont œuvré avec Olivier Michel, notre nouveau responsable de ce secteur d'activité, et qui est spécialement en charge de ce dossier. Mais on va en parler tout à l'heure. Exactement. Enfin, je ne peux pas terminer ce démarrage d'émission TV Le Thor sans vous parler de la Maison des médecins. Les travaux de restauration du bâtiment ont été terminés fin avril, comme ça avait été annoncé. Donc la commune a remis les clés au cabinet 7/7. Ce dernier doit maintenant réaliser un certain nombre de travaux d'installation. Réseau informatique, réseau de téléphonie. Il doit équiper le bloc opératoire, puisqu'il y aura un bloc opératoire au sein du cabinet, de tous ses matériels. Et puis il doit revêtir les murs d'une couverture plastifiée, de façon à assurer une parfaite hygiène et nettoyage. Donc ces équipements spécifiques vont démarrer courant juin, sous la responsabilité du cabinet 7/7, et ils nécessitent environ 6 semaines d'installation. Les 4 médecins qui sont prévus pour s'installer au Thor, et qui nous ont été présentés, sont actuellement réquisitionnés en Provence pour effectuer les vaccinations anti-Covid. Et donc, en accord avec la direction du cabinet 7/7, il a été prévu une ouverture juste après le 15 août prochain. Donc voilà les quelques informations majeures que je souhaitais vous donner. Peut-être juste une petite information avant de clôturer cette ouverture. Bon courage à ceux qui reprennent leurs activités, puisque le Covid est en train de s'atténuer. Donc beaucoup d'activités qui étaient fermées ont pu reprendre, donc on leur souhaite bon courage. Je pense que nous pouvons être confiants, mais restons vigilants. Voilà le message prudence et vigilance, mais confiance sur le fait que tout va pouvoir bien repartir. Yves, merci. T'en prie. Je te propose à présent que nous accueillons, comme c'était prévu tout à l'heure, Christophe Julliard et Laurent Bresson qui vont nous parler de ce dossier sécurité et tranquillité publique. Donc Laurent et Christophe, bon accueil. Laurent en tant qu'adjoint en charge de la tranquillité publique, de la sécurité et peut-être on pourrait rajouter de la proximité, parce que les taureaux ont besoin de proximité. Est-ce que tu peux nous présenter ce service qui a vraiment une importance primordiale au sein de la commune? Bien sûr Yves. Nous travaillons en ce sens au quotidien avec Christophe Julliard et son équipe de 10 agents, mobilisés sur des axes forts de prévention, de surveillance et, le cas échéant, de répression. Donc Laurent, tout à l'heure, Christophe Julliard, qui est le chef de la police municipale, va être amené à présenter en détail son service, les moyens, son organisation. Il y a un dossier important sur lequel je souhaite que tu puisses nous le présenter vraiment, c'est le dossier de la vidéoprotection, qui a été lancé en 2014, qui a fait beaucoup parler et qui est aujourd'hui très opérationnel dans notre commune. Donc parle-nous-en. Oui, effectivement Yves, en 2015, le dossier vidéoprotection était une priorité. Nous avons mis en fonction les premières caméras sur la commune et 6 ans plus tard, le maillage mis en place comprend un réseau de 43 caméras. Le déploiement a été réalisé sur les axes principaux de la commune, à savoir les groupes scolaires et sportifs et les sites sensibles comme les parkings. Il évolue désormais en fonction des besoins avérés par la commune. C'est exact, et donc prochainement d'ailleurs, on va voter dans le budget l'extension de quelques caméras complémentaires pour améliorer le maillage. Mais ce n'est pas que ça, la police municipale, il y a aussi d'autres actions qui sont peut-être moins connues, si tu peux en parler. Oui, l'action de la police municipale effectivement ne se limite pas au seul aspect police. Elle intervient sur tous les domaines liés au pouvoir de la police du maire. L'urbanisme, l'environnement, les marchés, la pose des scellés. Et puis récemment, nous avons décidé, les élus de la majorité, d'accompagner un dossier vraiment qui nous sensibilise beaucoup sur la commune. C'est le dossier de la gestion des déchets. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors nous menons à bien actuellement un dossier qui devient un véritable fléau pour les communes et nous n'y échappons malheureusement pas.
Cela concerne les dépôts sauvages. Des personnes peu scrupuleuses et insoucieuses de l'environnement abandonnent volontairement, souvent en pleine nature, les déchets, matériaux divers, gravats, électroménagers et bien d'autres. À ce jour, nous recensons dans la commune 14 dépôts sauvages, ce qui représente plusieurs tonnes de déchets. Alors ils ont été répertoriés sur la commune et ils vont faire l'objet d'une procédure stricte établie justement dans le cadre des pouvoirs de police du maire liés à l'environnement. Nous devons trouver des solutions avec les propriétaires des terrains concernés, souvent à leur insu par ces infractions. Nous sommes fermement déterminés à tout mettre en œuvre pour enrayer ces incivilités. Une étroite surveillance est déjà entreprise à l'heure actuelle et nous ne laisserons pas impunis les contrevenants qui seront identifiés. D'accord. Et je peux peut-être rajouter, si tu permets, qu'à l'automne, dans l'écho du Beffroi, on va dérouler cette procédure de façon à ce que les propriétaires, mais tous les taurois, soient informés. Oui, la procédure est en cours de finalisation et prochainement, elle sera mise en place et effective. D'accord. Alors revenons à notre police municipale. Christophe, très heureux, vous nous accueillez chez vous, puisqu'on est chez vous ici. Alors, comment ça se passe? Il y a un accueil, enfin, présentez-nous vos activités là. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous accueillir au sein des locaux du service de police municipale, hein. Donc là, nous trouvons devant l'accueil au public, l'entrée du poste. Donc étant donné l'actualité qui est en cours malheureusement sur les atteintes envers les policiers, c'est un lieu qui fait un petit peu austère et qui est sécurisé, mais de toute façon tourné quand même vers la proximité, puisque pour tout citoyen qui souhaiterait solliciter le service, bien entendu nous avons des bureaux dédiés où nous pouvons recevoir les personnes en toute confidentialité. D'accord. Vous avez beaucoup de visites à l'accueil? C'est à peu près environ 1000-1500 personnes par an, c'est très fluctuant, donc c'est un lieu qui se veut ouvert et on encourage justement à venir les personnes se déplacer. Alors si on rentre dans les bureaux, donc merci de nous accueillir, on voit des réseaux de caméras, c'est la vidéoprotection, c'est ça? Oui, tout à fait, mais c'est un petit peu plus parce que l'organisation du service, elle est tout tournée vers l'opérationnel et la rationalisation des interventions. Et donc là, vous pouvez voir le poumon du service qui est le PC opérationnel. Au sein du service, il y a toujours un agent encadrant ou responsable qui est en capacité de recevoir les administrés, de les écouter, mais pas que. Vous voyez, là on voit le mur des caméras, c'est-à-dire que tout au long de la journée, l'agent peut surveiller, regarder ce qui se passe, si tout va bien, et éventuellement prendre la main sur les caméras si un administré ou un agent en intervention signale une anomalie de manière à pouvoir rassembler le plus d'images possible. Je voudrais faire une petite précision concernant la vidéoprotection qui porte bien son nom, parce qu'elle a une action de vision en direct pour permettre d'identifier les auteurs, mais aussi une fonction de dissuasion du passage à l'acte. Et d'ailleurs, le déploiement sur le centre-ville a été vraiment probant en la matière, que ce soit sur les dégradations, les atteintes aux véhicules, parfois les regroupements un petit peu intempestifs, mais pas que. Quoi de plus rageant que de sortir d'un commerce et de voir son véhicule qui a été rayé par une personne indélicate et qui n'a pas laissé l'adresse. C'est courant maintenant. Pour résumer, on pourrait dire la vidéoprotection a permis de résoudre énormément de problèmes, mais on ne les communique pas sur ces problèmes qui sont résolus. Et en revanche, la vidéoprotection ne permet pas d'éviter tous les problèmes. Donc attention à ne pas communiquer que sur ce qui n'a pas fonctionné, comme ça peut arriver. Car si on revenait en arrière sans vidéoprotection, comme c'était le cas avant 2015, on ne va pas lister tous les dossiers, mais ils sont importants. Oui, donc aujourd'hui, ça fonctionne, c'est opérationnel, ça permet de résoudre un certain nombre d'incivilités, ça permet d'éloigner quelques trafics parce que les gens savent qu'ils sont filmés. Et donc nous maintenons cette politique, comme d'ailleurs beaucoup de communes. Et tout à fait, et on peut faire aussi écho aux propos que vous aviez tout à l'heure, notamment pour la lutte contre les déchets. Ça a aussi un aspect dissuasif, mais aussi qui permet, le cas échéant, pour les gros dépôts à l'aide de véhicules, d'identifier les auteurs.
Et un autre point aussi, lors des dernières inondations, c'est un outil qui nous a permis aussi de surveiller en direct certains lieux un petit peu sensibles pour anticiper les situations lors de la cellule de crise que vous avez montée. Alors, il y a d'autres activités au sein de la police municipale, hein, bien sûr. Vous pouvez en parler un petit peu, comment c'est organisé, vos équipes par exemple? Donc le PC opérationnel, c'est un PC où il y a non seulement l'accueil au public, mais il y a aussi la réception des appels téléphoniques, la gestion aussi de la messagerie informatique, hein, qui fait partie maintenant des preuves courantes. Et tout ça est articulé aussi avec des moyens radio que nous avons. Donc tout est tourné sur la gestion opérationnelle sur le terrain et d'être en lien constant avec les agents pour être le plus réactif possible. Alors le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 19h30. Le samedi matin, on a un fonctionnement de 8h à 13h et après on y rajoute toutes les nécessités qui peuvent se présenter, que ce soit pour les festivités, pour les opérations supplémentaires, les opérations conjointes également avec la gendarmerie. Quelques rondes nocturnes. Et aussi des services de nuit qui sont organisés sur la commune, de préférence en fin de semaine, à des horaires variables et plus ou moins élargis en fonction de la saison et des nécessités. On m'a dit, mais est-ce que c'est vrai, Christophe, que les chiens errants, c'était une problématique qui vous occupait beaucoup dans le service? Et oui, tout à fait. Ça fait partie de ces petites incivilités qui peuvent faire sourire. Mais bon, un chien errant, c'est également aussi une cause possible d'accident, de morsure, voire d'accident de circulation, hein. Donc, ça fait partie des pouvoirs de police du maire au titre du code rural et la police municipale se charge de ces interventions. Donc le plus qu'il y a de moderniser, c'est que maintenant la commune, elle conventionne avec une société de capture, un vrai professionnel de l'intervention canine dans le respect de la sécurité et du bien-être animal aussi, puisque les animaux ne sont pas responsables du comportement des maîtres, hein. Si on oublie un peu le côté administratif, les contrôles d'urbanisme, finalement votre métier, le cœur de votre métier, c'est l'aide aux personnes. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi un petit peu la bannière de la police municipale qui est servir. On est au service du citoyen avant tout, du plaignant, de la personne qui a besoin de conseils, d'orientation, de faciliter ses démarches avec d'autres services. On est un lien entre tout ce fonctionnement municipal. Alors, j'ai une petite dernière question. Aujourd'hui, on voit se produire un certain nombre d'actes, d'agressions, jusqu'à tuer des policiers, y compris policiers municipaux encore tout récemment. Comment vous vivez ça au sein de votre service? Mais ça fait partie des enjeux de société, hein. C'est vrai que le service est de plus en plus tourné vers la sécurité, qui est une actualité préoccupante. Tout en étant dans la proximité, et bien entendu, on s'adapte d'abord avec les moyens que la commune nous fournit de protection, les gilets pare-balles, l'armement, puis après toutes les procédures qu'on a en interne qui tournent autour de cet aspect-là. Et d'ailleurs, au sein du service, notre adjoint et l'équipe encadrante veillent aussi à la formation des agents par des entraînements de gestes et techniques d'intervention, de manière à pouvoir intervenir dans les meilleures dispositions, que ce soit pour l'efficacité, mais aussi pour la protection des agents. Finalement, on voit que l'activité contravention est très minime dans votre activité. C'est beaucoup plus la protection, l'aide aux personnes que l'aspect, je dirais, répression, entre guillemets, quoi. Oui, tout à fait. On met un point d'honneur à ça parce qu'on est là aussi pour répondre aux besoins du terrain. Et si c'est juste pour la partie verbalisation, on met l'accent essentiellement sur les chauffards, les personnes qui mettent les gens en danger, ou alors les gros incivismes comme le stationnement sur les places handicapées, les passages piétons à proximité des écoles ou sur les trottoirs, hein. Alors, Christophe, peut-être 2-3 éléments chiffrés, pas trop, mais un petit peu quand même, qui va permettre au Torah de bien comprendre le cœur de votre action. Le cœur de notre action, c'est environ entre 900 et 1000 interventions par an, en plus de l'accueil public qu'on a évoqué tout à l'heure. L'accueil téléphonique est à peu près dans les mêmes volumes aussi, environ 2000
personnes par an. Donc on invite vraiment tous les administrés à ne pas hésiter à nous requérir, à nous solliciter et si possible le plus rapidement possible au moment où se passent les faits. C'est vraiment le gage d'une efficacité. Message bien passé. Merci. Eh bien, Laurent et Christophe, nous vous remercions pour ce point très important, très enrichissant sur votre activité au quotidien. Nous retrouverons tout à l'heure Yves sur les questions directes posées par les Taurois, auxquelles il répondra. Et comme vous le savez, TV Le Thor est aussi l'occasion pour nous de vous faire découvrir à chaque émission notre beau patrimoine taurois, notamment grâce aux visites trésors cachés proposées par Florence Andrzejewski, adjointe à la culture, et qui nous avait amené le mois dernier tout en haut du beffroi. Mais cette fois-ci, c'est une toute nouvelle rubrique que nous vous présentons avec une découverte originale réalisée par l'équipe des Jobastres, où ce sont vous, les Taurois, les principaux acteurs. Action! Salut à tous! Bienvenue dans les micros taurois. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'origine du nom Le Thor. C'est parti! Pourquoi le Thor et d'où venait l'origine de ce nom Le Thor? Là, je ne sais pas trop le raconter. On va être dans les Marvel, mais pour moi, Thor, c'est un guerrier ou quelqu'un de connu, mais peut-être dans une bataille ou quelque chose comme ça. Taurus vient de taureau. Mais c'est une vache. Comment ça, c'est une vache? Là où il y avait l'église, il y avait une vache, non? Il y a une légende qui dit que le taureau serait venu boire au niveau de l'église. À l'emplacement de l'église, donc c'était un marais, un taureau a gratté. Il a gratté, je crois, une fontaine, un truc comme ça. Et après, ça a gratté, ça a fondé la ville du Thor. Il est sorti une vierge noire qu'on a appelée Notre-Dame du Lac. Noire ou blanche? Je sais plus. Café au lait, tiens. Donc à partir de là, ils ont édifié l'église du Thor. L'emblème du Thor, c'est Taurum Stella Ducit, l'étoile a guidé le taureau. C'est un peu tiré par les cheveux, cette histoire, non? Non, mais bon, nous, on a entendu tout pas là, nous, Vous n'étiez pas là. Bon, pour nous fixer sur l'origine du nom du Thor, je vous amène rencontrer Christian Morel, une personnalité incontournable du village. Venez, on y va. Bonjour Christian! Ah bonjour Romain. Comment allez-vous? Oh ben tout va bien, il fait beau. Christian, ici, il y a une anecdote qui est liée justement à l'origine du nom du Thor. Alors c'est un taureau qui est venu gratter et il a découvert une vierge. Et à l'emplacement de cette vierge, on a construit l'église du Thor. D'accord, alors ça c'est la légende. Mais maintenant, l'origine du nom du Thor, ça vient d'où concrètement Christian? Il y a des villages, c'est une évidence. Ouais. Par exemple, vous avez l'île sur Sorgue. Il n'y a pas de discussion. Ouais, c'est clair. Vous avez Velleron. Velleron, il y avait un rond en haut d'une colline. Il y a un type qui est arrivé qui a dit « Velleron ». C'est pas vrai, ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé comme ça. Le Thor, c'était plus difficile. Le premier qui est arrivé, il a dit le Thor, T-O-R, ça a donné le mot tordu. Le Thor a été construit là où la Sorgue est tordue. C'est ça, une courbe. Elle fait une anse, voilà. Le second est arrivé, il a dit non, T-H-O-R, non, c'est devenu tertre, c'est un petit mamelon, une autour, comme c'est dit en provençal. Et on a construit le Thor sur une petite hauteur. D'ailleurs, il y avait des marécages tout autour. Donc le Thor était un peu surélevé. Le troisième étymologiste, il a dit non, mais ça vient de Taurus. Taurus? Et oui, le taureau, ça se tient. Et en plus, on le voit, il est représenté sur le blason de la ville. Sur le blason du Thor, oui. Et le quatrième, il a dit non, c'est pas ça. Il y avait une tour, et on a construit le village autour de la tour. D'accord. Voilà. Tour, Thor et Thor. Voilà. La vérité, c'est qu'il y a un type qui est arrivé, il a vu un taureau au pied d'une tour, sur un mamelon, et dans une anse de la Sorgue. Oh, il a dit, bébé, à quoi est-ce une Thor? Et il n'avait pas tort, tout ça, ça s'est mélangé. Et ça a fait le Thor. Eh bien voilà, encore une fois, merci Christian. Et vous savez quoi, quand vous avez un problème ou une question sur le Thor, vous allez voir Christian. Mon ami Pujol, il dit, si tu sais pas, demande-moi. Et comme on dit en provençal, adieu! Merci beaucoup à toute l'équipe des Jobastres. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à les regarder. C'était leur première rubrique et nous les retrouverons tout au long de l'année. Comme Monsieur le maire vous l'a expliqué tout à l'heure, il est temps que nous vous fassions un petit point sur le nouveau dispositif que nous avons appelé CityPass. C'est un dispositif inédit sur la commune qui va permettre aux 7-17 ans
de découvrir pendant chaque période de vacances scolaires une multitude d'activités culturelles, artistiques et sportives. En cette période qui a été troublée et peu favorable aux pratiques extrascolaires, le City Pass se décrit comme une passerelle entre les services de la collectivité, sport, enfance, jeunesse et les associations. Le City Pass a plusieurs ambitions. Permettre tout d'abord aux associations de démontrer leur savoir-faire, leur dynamique et ainsi reconquérir leur public pour la rentrée. Encourager les jeunes à revenir vers les associations, les jeux, les copains, le plein air, la nature et trouver chaussures à leurs pieds avant les inscriptions de septembre. Le City Pass doit servir de tremplin et de piste d'échauffement pour une reprise que nous appelons tous de nos voeux le plus vite possible. Depuis le 2 juin, vous pouvez contacter directement l'espace jeunesse pour obtenir des informations précises sur les différents formats d'accueil que nous proposons et vous inscrire. Le City Pass, un dispositif qui va booster vos vacances. N'hésitez plus, rejoignez-nous. Yves, une question directe qui a été posée par Albert et qui nous demande où en est le dossier médiathèque. Et il a raison, Albert, de poser cette question. Alors, comme ça a été annoncé, au budget, nous avons voté une enveloppe de façon à accompagner la désignation d'un architecte sur ce courant de cette année 2020. Pendant ce temps-là, Florence Andrzejewski, qui est en charge de ce dossier, est en train de constituer un comité de pilotage avec des taurois qui ont un intérêt et une compétence sur la matière, de façon à commencer la rédaction de ce qu'on appelle le plan scientifique culturel, ou le plan culturel scientifique, peu importe. Puisque c'est à partir de ce dossier-là que nous pourrons construire notre demande de subvention à la DRAC, qui est la Direction régionale des affaires culturelles. Ce point est très important puisque nous attendons environ 50% de subventions sur ce dossier. Et donc, toute cette année 2021 va être consacrée à la préparation de ce dossier, l'opérationnel intervenant en 2022 et 2023. Autre gros chantier, il s'agit de la halle multisport. Et là, c'est Joël qui nous demande où en est-on de ce gros dossier. Et oui, alors d'autant plus que des échos malveillants disent que ce dossier a été abandonné. C'est faux, ce dossier n'a pas été abandonné. Donc nous sommes en plein cœur de réflexion. Dans le courant du mois de septembre, le comité de pilotage associant les associations sportives sera constitué. Nous sommes en train de réfléchir au meilleur emplacement possible et quelques idées nouvelles sont en train d'émerger. Et donc, d'ici la fin de l'année, ce dossier va pouvoir émerger de façon intéressante pour une réalisation sur 22 ou 23. Troisième question, et c'est Laurent qui la pose, elle concerne le budget participatif et la manière de voter. Ah, ça c'est un dossier important. C'est presque la question piège parce que tout n'est pas encore bouclé. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on veut que l'ensemble des taurois qui le voudront pourront participer au vote. Et je pense très sincèrement qu'on va s'appuyer sur le réseau Internet pour réaliser ces opérations de vote. Donc, dès le mois de septembre, le processus va être annoncé, communiqué. Bien évidemment, dans la foulée, on va annoncer les projets. Et donc, il y aura une communication sur Internet. Les gens pourront aller voir les projets. Et le vote aura lieu dans la dernière semaine ou l'avant-dernière semaine du mois d'octobre par un vote par Internet. Voilà pour notre sélection des 3 questions en direct à Monsieur le maire. C'est le moment d'attraper vos agendas et de réserver dès à présent 2 dates immanquables pour que nous puissions retrouver ensemble le goût de la fête sur notre belle commune du Thor. La première manifestation vous est proposée par le comité des fêtes Ambiance Thoroise, samedi 19 juin. Nous fêterons la musique au Parc des Estourans avec l'école départementale de musique et de danse dès 18h. Puis, l'orchestre Laurent Contat prendra le relais pour animer votre soirée. La seconde manifestation à ne pas manquer se déroulera le mardi 13 juillet et ce sera l'occasion d'inaugurer notre centre-ville restauré et apaisé. Dès 18h30, l'intégralité du cœur de ville sera rendue aux piétons. Des producteurs locaux vous présenteront leurs spécialités. La municipalité vous offrira l'apéritif républicain et la possibilité de vous restaurer dans le cadre d'un grand banquet convivial. À 22h30, dans un centre-ville illuminé pour la circonstance, le comité des fêtes vous promet un spectacle latino haut en couleurs, plein de surprises
pour satisfaire petits et grands. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations concernant les différentes manifestations de l'été sur notre site internet et sur le Facebook de la ville du Thor. Nous espérons que ce 4e format vous a plu et que vous y avez trouvé toutes les informations nécessaires pour une période estivale festive, culturelle, sportive, familiale et sereine, grâce à notre service Tranquillité Publique. Nous vous remercions encore une fois pour vos témoignages d'encouragement, vos réactions, vos questions. Et n'oubliez pas, TV Le Thor, c'est avant tout une émission conçue et réalisée par la collectivité pour vous satisfaire. Alors continuez à interagir sur les réseaux sociaux, à nous faire part de vos propositions, de vos idées. C'est ce qui nous permet d'innover. En attendant de vous retrouver le 19 juin aux Estourons et le 13 juillet au cœur du Thor, nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été. À très vite.